C'est la rentrée de plein les poches et on est content de vous retrouver chaque semaine. On va vous donner des conseils pour économiser de l'argent grâce à nos experts, mais on va aussi analyser, décortiquer les prix, les arnaques, les bons plans pour vous réconcilier avec votre porte-monnaie. Et autour de moi, l'équipe est aussi de retour, toute bronzée, vous allez les voir. Romaric, Quentin, Antoine, ça va? Vous avez passé de bonnes vacances? Excellente. Ouais, un peu, bronzage un peu perdu quand même. Ouais, tu l'as déjà perdu, toi, ouais, t'es rentré il y a longtemps. Oui, je suis rentré en juillet. Ah ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais. Alors regardez les copains, comme c'est la rentrée, je vous ai préparé vos petits cahiers. Chacun son petit cahier. Pour les devoirs, je vais vous donner pour les prochaines émissions. Non, je veux le jaune. Ah, tu veux le jaune? Pas de problème, tu auras le jaune. Tiens. Non, je veux le bleu. Oh, l'enfer. Bah tiens, pour les deux. Hop, voilà. Une émission spéciale rentrée, hein, vous l'avez vu, nos petits cahiers sont prêts, nos crayons, nos stabilos, tout est là. Et évidemment, on va décortiquer pas mal de prix dans cette émission. On parlera notamment du prix du cartable, on parlera de la technologie également. Et puis l'arnaque de la semaine, gare aux fausses promos. Bienvenue dans Plein les Poches. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai toujours voulu être une petite souris pour voir comment sont fabriqués les billets de banque, vous, pas vous? Pour pouvoir en faire toi-même. Ah bah, si je pouvais en faire moi-même, je serais peut-être pas là. Non, ça vous intéresse pas? Si, ah bah, merci, chez Antoine. Gringotte et tout ça, bien sûr. Voilà, et il faut reprendre du poil de la bête. Même hein, les pièces. C'est reparti, exactement, même les pièces. Eh bien, on va parler de la planche à billets, notamment dans Econulos. Faire tourner la planche à billets, qu'est-ce que c'est? On vous explique avec des biscuits apéro. Voilà devant vous une économie qui va mal. Il y a peu d'argent représenté par les biscuits apéro en circulation. Face à cette situation, la Banque centrale a plusieurs options sur la table pour essayer de réinjecter de l'argent dans l'économie. La première solution, c'est de baisser ses taux d'intérêt, voire de les mettre à 0%. Ainsi, on lui emprunte de l'argent gratuitement et donc beaucoup plus facilement, ce qui permet de mettre de l'argent dans l'économie. Deuxième option, la Banque centrale peut aussi racheter des titres ou des dettes avec ses réserves afin de soulager les économies et là encore d'injecter plus d'argent dedans. Dans ces deux cas, on a plus d'argent qui circule dans l'économie, mais ce nouvel argent ne vient pas de nulle part. La Banque centrale a dû faire des concessions, que ce soit sur ses prêts ou sur ses réserves, pour amener cet argent sur la table. Mais il existe un autre cas où la Banque centrale crée vraiment de l'argent artificiel. Attention, cet argent existe bel et bien, mais il vient de nulle part. Pas de vente de ses réserves, pas de prêt, juste de l'argent créé comme ça pour être injecté dans l'économie. La Banque centrale a littéralement imprimé des billets. C'est pour ça qu'on utilise l'expression faire tourner la planche à billets. Alors, si c'est si simple, pourquoi ne pas le faire tout le temps et sans cesse injecter de l'argent dans nos économies? Eh bien, cette action a plusieurs conséquences néfastes. La première, c'est qu'on dope artificiellement la demande sans augmenter l'offre, puisqu'on le rappelle, notre économie tourne au ralenti. Du coup, elle ne peut pas produire vraiment plus. Du coup, la demande dépasse l'offre, ce qui crée de l'inflation. En effet, lorsqu'il y a trop de demandes pour un même produit, celui-ci devient plus rare, donc son prix augmente. Le meilleur exemple, c'est les billets de train pour Noël. Autre conséquence, puisque de l'argent factice circule dans mon économie, la valeur de toute ma monnaie diminue. Ce qui crée encore plus d'inflation, on paie plus cher notamment les produits étrangers, vu que ma monnaie a diminué face à eux. Enfin, cette action finit par faire douter les investisseurs du sérieux budgétaire de mon pays, ces derniers se retirent souvent. Bref, faire tourner la planche à billets, dans l'idée c'est bien, mais dans les faits, c'est loin d'être croustillant. Et merci à Jean-Loup pour cette explication sur la planche à billets. C'est à la fois le meilleur symbole de la rentrée et un élément indispensable pour tous les élèves de France, le cartable évidemment. Quel est le juste prix du cartable? On voit ça tout de suite avec Romaric. Et Romaric, tu as ramené ton cartable. J'ai ramené mon cartable. Il est C'est la rentrée. Il est d'époque, il n'a pas bougé, tu vois, j'étais soigneux. Ah, il est très très beau. Il hein. est toujours en métal. Avec le petit gadget là, le petit. Exactement, t'as vu, je l'ai customisé. C'est sympa. Bah écoute, faut savoir les personnaliser. Exactement. On a tous eu des cartables ici, j'imagine, en tout cas, je pense. C'est des bons, c'est des mauvais souvenirs. Quoi qu'il en soit, c'est le symbole de la rentrée, tu le disais. Des cartables, bon, je ne sais pas exactement combien on en vend chaque année, parce que c'est assez difficile, il y a beaucoup de types différents, suivant son âge, suivant ce qu'on veut, un petit peu comme caractéristique. Mais on sait qu'en moyenne, on a à peu près 12 millions d'écoliers, de la maternelle jusqu'au lycée chaque année, et qu'on en change à peu près tous les 2 à 3 ans. Donc imaginez, c'est un marché à 4 à 6 millions à peu près d'unités par an. Donc on va décortiquer le prix de ce cartable, oui. Mais avant ça, on a été demandé dans la rue aux passants un petit peu à combien ils estimaient le prix d'un cartable. On regarde ça tout de Plus de suite. 100 €. En moyenne, un bon sac, il faut compter entre 30 et 50 €. De ce que j'ai vu, on est à 40 €. Oui, une quarantaine d'euros, un bon cartable, ouais. D'accord. Je dirais 40 €.
Beaucoup de réponses, Romaric, des prix complètement différents. Bah oui, comme je le disais à l'instant, voilà, il y a une gamme tellement large que c'est difficile de donner un prix exact. Pour faire simple, on va dire que ça va de 25 à 150 euros. Donc, que là-dedans, on s'y retrouve. On a tout. On a le vrai cartable à l'ancienne, on a le sac à dos technique, on a le cartable à roulette, pour ceux qui ne veulent pas porter les 17 kilos de livres qu'on a à la rentrée. Et ça va dépendre aussi de l'investissement qu'on veut mettre. Parce que si on a un enfant qui est tout petit, on sait que l'année prochaine, il va en vouloir peut-être un autre avec une année Spider-Man, une année Harry Potter, une année Pas de patrouille. Plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Ah oui. Surtout plus Pas de patrouille à partir de... Je sais pas jusqu'à quel âge. À partir de Spider-Man, bon. Ah ouais, il y a peut-être plus de Pas de patrouille. Quoi que moi j'adore Pas de patrouille. Hein. Ouais, non mais... Voilà. Mais j'adore aussi Spider-Man et puis tous les autres. J'avoue que je vais réserver mon avis sur tout ça. Mais voilà, en grandissant, on peut les garder un peu plus longtemps. Notamment au lycée où on va prendre souvent des sacs un peu plus, plus anonymes, qu'on va customiser, qu'on va modifier. J'ai même vu que la dernière mode était surtout pour les lycéennes d'avoir un tout petit sac à dos et un tote bag. Donc ça revient moins cher pour mettre la tablette, l'ordinateur, le goûter, parce qu'il n'y a pas d'âge pour prendre un goûter. Exactement. Nous, on écrivait avec le blanco sur les cartables sur le lycée, on mettait des mots. Obligatoire. Ouais. Et ça laisse des super souvenirs, même à la fin de l'année, on peut demander aux copains d'écrire dessus. Alors, c'est pas ce que je conseillerais tout à l'heure. Mais voilà, on va voir un petit peu les prix. Il faut savoir que ça représente le cartable à peu près 30% du coût total des fournitures à chaque rentrée, donc c'est pas anodin. Alors on va regarder tout de suite ce que comprend ce prix. Le prix d'un cartable. Et je crois qu'il nous a préparé en plus une jolie illustration. Exactement. Donc on va se lever pour la première. Regarder tous ensemble. Attention. Je ne savais pas que tu avais des jambes. C'est formidable. C'est pas beau ça, innovation. Hein. On pourrait presque applaudir cette innovation. On est passé dans un nouveau monde à plein les poches. Donc voilà, on voit que pour le prix d'un cartable, on a 12% de matières premières, de manière générale. On a ensuite... il faut le temps que je me mette au bon rythme. 8% de main-d'œuvre. On va passer assez vite, je pense. On a 2,5% d'énergie. Donc si tu as besoin de moi, tu vois, je le fais. Mais je vois que tu fais ça super bien. Là, il était transport logistique. Oui. Ça, il faut le retenir, 7% de transport et logistique, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut jouer beaucoup. Ensuite, on a, si je ne me trompe pas, les droits de douane et taxes. Ça, on en parle beaucoup avec Donald Trump, mais on a peu de pouvoir là-dessus. On a... Qui vont arriver maintenant. J'ai oublié de te claquer. Recherche, développement, design, 4%. Et 10% de marketing et publicité. Et ça, on va en parler parce que c'est une des choses les plus importantes. Et on a 15% de marge fabricant. Et si je ne me trompe pas, on a aussi la marge du distributeur. Qui va donc arriver maintenant. Juste après. Elle est là. Voilà, elle est là, 25. Je comprenais pas pourquoi tu montrais un slip avec une fermeture éclair depuis tout à l'heure. C'était des... D'ailleurs, j'y suis là. On a mis des morceaux. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, on a mis des morceaux qui étaient proportionnels à la proportion du prix. C'est tout une petite réflexion. Très beau. Et ils ont réfléchi pendant les vacances. On va partir plus souvent en vacances. Ça bosse. Mais là, on est qu'au début en plus de tout ça. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut surtout retenir dans tout ça, c'est qu'il y a le coût du transport qui était de 7% à peu près. C'est très important parce qu'en fait, suivant un achat qui est fait en France ou un achat qui est fait en Chine ou au Vietnam, la différence de coût de transport est d'autant plus grande que ce sont des prix qui peuvent être réinvestis dans la qualité du produit et des matières premières notamment, ou de la fabrication. Ensuite, on avait aussi le marketing publicité, et dans tout ça, on a souvent ce qu'on appelle les licences, j'en parlais justement, Pas de patrouille, Harry Potter, Spider-Man. C'est des licences qui coûtent très cher en général pour les distributeurs ou pour les fabricants, et donc c'est une somme qui n'est pas mise non plus dans la qualité de fabrication. Donc, le pire, c'est que souvent, ces produits qui sont sous licence sont souvent ceux qui sont les moins chers. Donc, autant dire que la qualité est souvent la pire. Pour ceux qui veulent acheter, les parents qui veulent acheter, ils peuvent se dire que si on veut un investissement long terme, il vaut mieux éviter justement les produits de licence. Et pardon à eux, mais ils trouveront sûrement autre chose. Un petit produit générique et puis voilà. Allez, on se rassoit. Voilà, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Et on a parlé de ces prix et on a demandé à nos interrogés ce qu'ils pensaient un petit peu de ces montants et combien ils étaient prêts, eux, à mettre en fait, dans un cartable. Ok, et ben on les regarde. Tout dépend du budget, encore une fois, tout est relatif.
30 €, ça peut être pas cher pour certains et excessif pour d'autres. Moi, je mets 130 à 150 € par cartable, mais qui dure 3 ans. Je mets ce prix-là, voire 150 € pour qu'il dure plusieurs années. Non, non. C'est ça en moyenne, hein, entre 30. Ouais, 35, c'est jouable. Généralement, ils font l'année parce qu'il est en primaire et que. Voilà. Bah là, on a mis 40. Donc, et en rentrant au collège, pour que ça dure plus longtemps, oui, autant prendre un sac. Je trouve que c'est trop cher et pas assez de qualité pour ce que c'est pas assez accessible, je trouve. Et puis il y a vite, le premier prix est tout de suite assez élevé, je trouve, pour une qualité qui est moindre. Ça va pas forcément tenir d'année en année, quoi. Il y a des marques un peu plus qualitatives qui peuvent durer plusieurs années et qui sont dans les 60-80 €. Oui, moi je serais susceptible de faire cet achat si je suis sûr que ça dure plusieurs années. 29, ouais, s'ils sont contents avec leur sac. Je ne mettrai pas plus de 40 € pour un cartable. Ouais, je suis au niveau des achats, je suis vite énervé par le prix des choses. Prêt à mettre le prix, hein, 130, 150 €, c'est énorme pour un cartable, je trouve. Ben, ça veut dire qu'il faut soit que l'enfant soit très soigneux, soit qu'il ait plusieurs petits frères et petites sœurs pour pouvoir les refiler et vraiment amortir. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un certain prix. Bah, ça dépend de nos moyens, ça dépend si l'enfant veut le garder ou pas. En réalité, le plus important, ce qui est conseillé, c'est de prendre un cartable neutre, plutôt solide. Et surtout neutre parce qu'on va pouvoir le customiser comme je disais, et ça c'est ce qui va surtout lui permettre de durer dans le temps, plus encore que la solidité, parce que ça va être l'envie de l'enfant qui va compter. Et donc une année, si certains d'entre vous savent coudre par exemple, j'ai vu que certains brodaient certaines choses sur les cartables, ce qui fait toujours plaisir. Mais on a une autre mode, par exemple, qui est revenue, c'est celle de mettre les Labubu ou les Sunny Angels. Ceux qui ont des enfants savent très bien de quoi je parle. Et ça, c'est pratique parce qu'en fait, ça identifie un petit peu le cartable, ça fait plaisir à l'enfant et surtout, c'est interchangeable. C'est-à-dire que si l'année d'après, il est lassé, on peut revendre le petit porte-clés, mettre celui du PSG, par exemple. Ou, puis ça circule, ils se le volent entre eux en octobre. Exactement, ils peuvent se les échanger. Et voilà, ça reste des souvenirs. Et le cartable, lui, il dure en fait dans le temps. Et pour ceux qui auraient des difficultés à acheter un cartable de bonne qualité dans ces cas-là, on le rappelle, la seconde main, pour tout vous dire, moi j'ai fait ma petite enquête sur Vinted, Le Bon Coin, chez Emmaüs. On trouve des super cartables de super qualité à des prix qui sont quasiment 20% du neuf. Donc voilà, ça rend certaines choses accessibles à tous, quoi. Voilà, bon, on y pense. Merci beaucoup. Romary, merci à toi. Tu restes avec nous. On va maintenant oublier le cartable, on va oublier les cahiers, les crayons, les gommes, parce qu'aujourd'hui, eh bien, la rentrée, c'est aussi le moment de parler high-tech. Et pour ça, on a demandé à notre journaliste, spécialiste dans le domaine, le geek de la troupe, Quentin Meunier, de nous en parler. C'est les tips conso. Et oui, Noam, si je suis blanc comme neige, ce n'est pas parce que je suis parti en vacances, c'est parce que j'ai passé l'été devant l'ordinateur, bien sûr. Je fais honneur à cette réputation. Et et pour ça, je me suis penché sur un autre objet, nos paniers de rentrée. C'est tout ce qui a trait à la tech. Et vous allez voir, ça pèse pas mal quand on passe à la caisse. Si vous achetez par exemple à tout hasard un smartphone pour un ado qui entre au collège ou un ordinateur portable pour un étudiant qui rentre à la fac, vous faites partie des 16% d'acheteurs qui profitent de la rentrée de cette période-là pour faire leurs achats. Et là, on ne parle plus seulement de ces petits cahiers ou des stylos, mais on parle d'achats qui peuvent chiffrer parfois à 3,0 €. Ah oui, si cher. Malgré les promos, oui, ça peut chiffrer vite quand on veut du bon matériel. Et ceux qui s'y retrouvent le plus, ce sont justement les magasins, les vendeurs, que ce soit dans la grande distribution, Leclerc, Carrefour, Auchan, les magasins spécialisés ou le e-commerce. Tous ceux que j'ai interrogés pour l'article me l'ont dit. C'est une période forte, la rentrée pour les ventes tech, au moins autant que les soldes ou que le Black Friday. Donc, grosso modo, on dépense, mais est-ce qu'on peut trouver quand même des bonnes affaires, Quentin ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui, heureusement, oui, on peut toujours trouver des bonnes affaires, Noam. D'ailleurs, d'abord, il faut savoir que malgré l'inflation, il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent investir et mettre de l'argent dans les grandes marques. Apple, par exemple, ou le haut de gamme Samsung, Android, ne perd pas de terrain malgré les prix, de ce qu'on m'a dit. Souvent, on se dit qu'on va acheter moins en quantité, mais de meilleure qualité, à nouveau, pour que ça dure plusieurs années, comme le cartable finalement. Mais pour limiter la casse, il y a aussi autre chose qui est à la cote, c'est le reconditionné.
On peut s'offrir, pour prendre l'exemple d'Apple, un iPhone ou un MacBook d'occasion, mais moins cher, donc tout en gardant la qualité. C'est le bon compromis que font pas mal de gens. Et c'est une tendance de fond chez Cdiscount, mais j'imagine que c'est pareil chez les collègues de Rakuten, par exemple. Un produit tech sur 4 est vendu reconditionné. Donc ça, c'est pratique pour les étudiants et pour les familles, évidemment. Mais est-ce que les fournitures classiques, elles augmentent aussi ? Oui, et pas qu'un peu. Alors, selon l'étude de l'UFC Que Choisir, qui est sortie un petit peu avant la rentrée scolaire cette année, les fournitures scolaires, elles ont pris 2% cette année. Ça paraît pas beaucoup, mais mis bout à bout sur plusieurs années, ça commence à faire. Et si vous pensiez que les calculatrices, c'était pas la technologie, que ça restait une valeur sûre, eh bien, détrompez-vous, c'est l'inverse. L'INSEE a relevé en 2022 une hausse de plus de 8% sur leur prix. C'est la plus forte progression dans la catégorie des fournitures scolaires. Comme quoi, même pour faire des divisions, ça coûte plus cher. Et être à la pointe, ça se paye. Mais pour garder plein les poches, le conseil que j'ai donc, c'est de comparer, ne pas craquer sur le dernier modèle, en tout cas y réfléchir un vent, et surtout jeter un œil au reconditionné. Ça fera toujours de bonnes affaires, ça fera plaisir à la planète. Vous vous êtes sûrement déjà demandé, est-ce que ce message, ce mail, cette pub est une arnaque ou pas ? Et c'est normal, il est parfois très difficile de distinguer le vrai du faux. Alors, on va vous aider à y voir plus clair. On s'attaque cette semaine aux fausses promos. Explication de Thomas Michał-Bielic. Moins 70% de réduction sur un aspirateur. On pense que l'offre est exceptionnelle et que l'on devrait faire vite, mettre l'article dans notre panier et réaliser l'affaire de l'année. Mais à y regarder de plus près, on se fait bien avoir. Selon l'UFC Que Choisir, près de 9 prix barrés sur 10 sont des fausses promotions. Amazon, Asos ou encore Zalando, au total 8 sites de e-commerce sont concernés. Les réductions sont pourtant encadrées par une directive de l'Union européenne depuis 3 ans. Elle impose que toute réduction de prix affichée se base sur le prix le plus bas pratiqué par le vendeur au cours des 30 jours précédant la promotion. 6586 annonces comportant un prix barré ont été analysées et le résultat est sans appel. 96,6% d'entre elles affichaient des réductions basées sur des prix de comparaison arbitraires. Une première alerte avait été lancée par l'association, sans conséquence visiblement. L'UFC Que Choisir presse aujourd'hui la Commission européenne de mettre un coup d'arrêt à ses stratégies marketing. L'enseigne chinoise de fast fashion Shein a dernièrement été épinglée par la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses et a dû régler une amende de 40 millions d'euros. Qui se souvient de Diddle, l'adorable petite souris star des années 2000 ? Elle a fait son retour, mais faut-il investir dedans ? Réponse avec Antoine. Salut Noam. Hey, chips. Trumps contre Kemps. Non, on va pas tous les faire. Bon, Diddle. Alors voilà, c'est à la rentrée, ça y est, on y est. D'abord, est-ce que tu as bien ciré ton cartable ? Oui. Acheté toutes tes fournitures scolaires avec ton chèque de rentrée ? Oui. Ainsi qu'un jean à la mode et des nouvelles baskets avec le chèque de rentrée ? Non, fallait pas. Bah oui, c'est le chèque de rentrée, c'est pour les fournitures. Ah oui. Bon, tant pis. Bref, on passe. Alors, bon, bravo, en route pour le brevet des collèges, Noam, c'est parti. Mais as-tu également craqué pour des trucs pas du tout nécessaires, méga superflus et donc totalement indispensables, comme du papier à lettres parfumé ? Non, j'avoue, j'y ai pas pensé. Attends, Non, il n'est pas parfumé. Ça sent quelque chose, mais ça sent pas le parfum. Mais je l'ai pas fait. Ça sent un peu la menthe. Rien du tout. Chelou. Bref, ou alors c'est le Covid. Aussi. Oui, comme tu sais déjà, donc tu l'as annoncé en intro, on va parler de la marque fétiche des adolescentes des années 90, en gros, voilà, des écolières, même 2000, on va dire. C'est la souris Diddle qui fait son grand retour cette année. Ça avait été annoncé lors du salon Maison et Objets en début de l'année 2025. Et comme tu le sais également, avec l'investissement chelou, on cherche à se faire un petit billet. Donc c'est la question. Si je ressors ma collecte de Diddle du collège ou celle de ma sœur, si comme moi, je suis trop vieux pour avoir connu la première jeunesse de Diddle, est-ce que je peux profiter de ce retour de hype en me séparant à contre-cœur, bien entendu, des délicieuses madeleines de Proust aux odeurs caractéristiques là, et en tirer un petit billet ? On passe aux chiffres. Justement, côté billets, on a 2 chiffres intéressants. D'abord, j'ai trouvé des paquets de feuilles Diddle originaux ou originales sur le Bon Coin qui partaient à la modique somme de 160 €. Ça commence à piquer gentil. Mais aussi un petit doudou Diddle tigré
qui a été annoncé à 85 €, qui avait l'air en bonne condition. Donc a priori, c'est plutôt un oui pour le petit billet. Mais pour en apprendre davantage sur le phénomène Diddle, on a interrogé Cyril, le marchand de souvenirs. C'est l'influenceur qui se cache derrière cette page. Il ne se cache pas d'ailleurs, il montre son visage, n'importe quoi. On peut le trouver sur Instagram et sur TikTok. Il a enquêté lui-même sur le phénomène puisqu'il est marchand de souvenirs, donc il est à fond dans la nostalgie. Et voici ce qu'il a à nous dire à ce sujet. On écoute Cyril. Diddle, pour moi, ça s'explique par le fait que les dessins premièrement, ils sont très beaux et très mignons. Et en plus de ça, ils avaient un concept qui était forcément hyper attirant pour les enfants. C'est comme un peu, tu sais, les feutres qui sentent des odeurs ou quoi. On a tous envie de sentir ça. Ça fait partie de ces choses un peu du passé qui continuent de vivre sur l'achat-revente sur Internet, tu vois. Je sais que c'est un potentiel de fou sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur ce genre de site. Donc oui, on peut clairement se refaire de l'argent avec ça, à savoir quand même que ça a une forte valeur sentimentale. Donc d'un autre côté, voilà. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les garder si vous avez réussi à les avoir jusqu'à aujourd'hui chez vous? Mais si vous voulez les revendre, oui, il y a de l'argent à se faire, c'est sûr. Mais plus sur la quantité de feuilles que à l'unité, même si elles se vendent bien à l'unité aussi. Mais c'est variable en fait. Il y en a qui ont été beaucoup édités et qui sont moins chers. Et il y en a qui ont été moins édités, plus rares et qui sont beaucoup plus chers. Voilà, donc à la fois on veut faire un billet, à la fois on a un gros cœur. Voilà, donc c'est toujours le petit dilemme. Je rappelle juste au passage qu'on peut retrouver donc Cyril le marchand de souvenirs sur TikTok et sur Instagram. Et donc, vous avez compris, en tout cas, la cote, elle est en hausse sur les fameux produits Diddle qui sentent bon à la faveur du retour en fait d'une nouvelle édition qui est faite par l'éditeur français Kontiki. Et justement, ça ne s'arrête pas là. J'ai poussé plus loin dans l'enquête. Pour vous, public. Tu as profité des vacances. Ah ouais, en plancher. J'ai poncé tous les magasins. Enfin, ils ne sont pas encore sortis en vrai. J'ai aussi contacté l'éditeur en question, donc Kontiki, qui m'a expliqué les coulisses un peu. Il m'a évoqué des coulisses de cette ressuscitation des mannes, de la souris qui sent bon. J'ai eu la chance de parler avec le directeur commercial de Kontiki. C'est l'homme derrière le comeback. Il s'agit de Emmanuel Bureau. Il nous a notamment expliqué le pourquoi du comment de cette opération. On l'écoute tout de suite. On a eu des échos comme quoi, depuis notre annonce de retour le 16 janvier lors du Salon Maison et Objets, les produits Diddle sur Vinted avaient connu des prix en forte hausse, parfois même avec des coefficients multiplicateurs au-delà de 10. On a été distributeur de Diddle pendant une vingtaine d'années, donc de 94 à 2009. Et c'est un produit qui a disparu ensuite et on a gardé beaucoup de nostalgie sur Diddle. Et donc, on avait en tête de relancer Diddle quelques années plus tard, quand les ex-fans sont maintenant devenus des jeunes femmes et sont à leur tour mamans. Et on se disait que surfer sur la fibre nostalgique était une bonne chose et on est maintenant dans le bon timing. Merci Emmanuel. Voilà, tu as entendu Emmanuel Bureau de Kontiki. On a des coefficients à plus de 10 pour la revente des anciens produits à la faveur donc de l'arrivage nouveau pour la rentrée. Ils sont même pas encore sortis que la cote est déjà remontée pendant tout l'été en fait, parce que la hype a commencé tellement tôt avec Maison et Objets au début de l'année que ça monte. Et pourtant, Emmanuel Bureau, toujours lui, il va revenir, je sais que vous n'en avez pas eu assez, il va nous dire qu'il a dû se battre en fait pour permettre ce retour en hype de la souris. Et c'est un pari qui a visiblement n'était pas gagné d'avance. On l'écoute pour le deuxième extrait, pardon. Allez. Quand j'ai eu cette idée il y a 2 ans, en interne, ça a été un combat déjà, parce que j'étais pas forcément suivi par tout le monde pensait que c'était forcément fini et que le réchauffé n'est pas toujours très bon. Moi, j'étais convaincu qu'on avait une vraie communauté de fans très très forte. Et j'avais dans mon entourage des gens qui étaient fans à l'époque, notamment ma belle-sœur, et qui me demandaient tout le temps, mais quand est-ce que revient Diddle? Alors on est allé au devant de certaines déconvenues, mais c'est une vraie aventure et une aventure d'équipe Kontiki. Et alors, c'est pas tous les jours facile, mais par contre, aujourd'hui, moi, quand je vois les retours du marché et notamment des anciens fans qui nous font des témoignages incroyables, c'est notre récompense. Eh bien, figurez-vous qu'il est temps de s'intéresser à nos amis milliardaires. Et oui, ils seront encore là cette saison avec nous parce que ces ultra riches ont aussi des choses à nous raconter. Et yes. Et c'est le retour de Jean. Jean qui, a priori, est resté en vacances. Exactement.
Je ne vais pas vous faire toute la chronique avec le masque et le tuba, sinon ça va être pénible. Non. Alors j'entends rentrer. Alors figurez-vous que ma rentrée, elle se passe plutôt dans l'eau. Voilà. D'accord. Je suis, alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais moi je suis en train de passer mes niveaux de plongée. Je vais repartir au Costa Rica. Voilà. Et alors tout le monde se remet à travailler, je ne comprends pas. Voilà. Démissionnez, venez avec moi et profitez. C'est la bonne saison pour aller faire de la plongée. On va quand même parler des vacances parce qu'elles n'étaient pas très loin. Vacances que vous avez peut-être passées en camping-car. Et oui, parce que le marché des véhicules de loisirs, alors ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle, mais ça s'appelle marché des véhicules de loisirs, est en plein boom en ce moment. C'est notamment les camping-cars, c'est sympa, ça, c'est la liberté. Alors, on roule, c'est vrai que c'est l'image qu'on peut en avoir. Attention, parce que qui dit camping-car, d'abord, ça veut dire aire de stationnement. Aire de stationnement, la plupart du temps, ça peut être à côté de la zone industrielle ou de l'usine pétrochimique. Ça veut dire la vidange du bac des toilettes. Voilà. C'est pas toujours top. Ne faites pas ça sur la route, parce que c'est pas forcément très propre. Le camping-car, c'est aussi le voisin néerlandais qui parle très fort en néerlandais, donc ça fait très peur. Exactement. Et puis le manque de place, la banquette arrière qui devient table à langer, table de jeu, salle à manger, etc. Moi je viens vous parler de vrais camping-cars, évidemment. Ok, donc de vrais camping-cars, c'est-à-dire des camping-cars de luxe. Oui, oui, évidemment. Bien sûr, parce que figurez-vous que les constructeurs, alors ça fait en fait pas mal d'années en plus, ils proposent sur le marché des véhicules qui sont absolument incroyables. Je vous ai fait une petite sélection. Donc on va commencer avec l'Element Palazzo, donc le palais. Alors lui, il vous promet d'avoir une conduite dans un cockpit qui est digne d'un hélicoptère de combat, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez un sol chauffant. Sympa. Donc pour le retour de la plage, c'est plutôt agréable. Et puis il y a une cheminée, donc pour la lecture du soir, c'est plutôt agréable. Voilà. Autre camping-car de la sélection, l'Intimidator. Alors c'est un peu des noms de missiles, ça fait un petit peu peur, mais c'est cool. Là on est dans du plus raffiné, c'est de très bon goût, ça ressemble beaucoup au salon Donald Trump à Mar-a-Lago. Voilà, c'est très fin. Le petit bonus, moi que j'aime bien, c'est que donc, vous avez évidemment un écran plat dans le salon, et puis il y a aussi une télé dans la douche. Voilà, donc si vous voulez pas rater la fin du match, allez prendre votre douche, c'est pas grave, vous pouvez quand même aller voir le. Il faut toujours regarder plein les poches. Et plein les poches, évidemment, pour savoir. En plus, je suis à la fin, donc c'est ma chronique. Voilà, donc ne ratez pas ma chronique, merci. Et puis on va terminer avec le Furion Elyséum, un autre missile. Non, c'est un camping-car. Alors, il date un peu, mais alors c'est mon petit chouchou. Sur le toit, alors, évidemment, il y a un toit parce que c'est un camping-car. Vous avez une piscine. Et à côté de la piscine, il y a une piste d'hélicoptère. Comme ça, l'hélicoptère peut arriver pour aller dans la piscine sur le camping-car. Alors, non, mais c'est génial tout ça. Quelle taille font ces trucs pour qu'il y ait un hélicoptère qui vienne quand même. Ça dépend, mais effectivement, c'est quand même assez monstrueux. On est sur une vingtaine de mètres, voire plus. C'est un véhicule pour l'apocalypse. En fait, ça ressemble à des semi-remorques. Mais c'est pas grave, ça compte pas. Au niveau du prix, alors... plus c'est grand, plus c'est cher. Pas forcément. On part à 1 million d'euros environ, jusqu'à 3 millions. Moi, je trouve ça plutôt abordable. Alors, j'entends les critiques. Effectivement, pour se garer, tu en parlais Quentin, se garer à Saint-Tropez le 15 août, c'est compliqué sur le port. Ça consomme comme un Airbus. Okay. Et alors, si vous cherchez des pièces détachées pour votre home cinéma au fin fond de l'Albanie, mi-juillet, ça risque de prendre un petit peu de temps. Après, le camping-car, c'est l'aventure. L'aventure, ça n'a pas de prix, surtout quand on est dans un fauteuil en cuir pour conduire. Voilà, et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir parlé des milliardaires. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien et on sera là toutes les semaines jusqu'à l'année prochaine. On se retrouve donc dans une semaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.